Bonjour à tous, donc on va commencer par corriger ce premier TD. Donc dans le premier exercice, on considère une machine à piles, hein. Donc on a deux programmes qui sont écrits en code pile et qui comportent deux variables. Donc on a une variable x qui se trouve dans le slot 0 et puis une variable y qui se trouve dans le slot numéro 1. Donc on demande pour chacun des deux programmes piles qui sont ici ce qu'il fait et puis quel programme c'est, il traduit. On va commencer par regarder le premier programme, donc il va commencer par allouer deux slots de piles, ça c'est logique, on a deux variables x et y, hein. Donc quand on alloue deux slots de piles, on commence par empiler l'ancienne valeur de BP, donc je rappelle que BP c'est le pointeur de base de pile, c'est base pointer en fait, hein, donc ça indique le fond de pile. Et puis donc ensuite, cette instruction va allouer deux slots, il va y avoir un slot 0 qui va contenir x et puis un slot 1 qui va contenir la variable y. Et une fois que alloc de 2 c'est exécuté, le pointeur de pile va se situer à cet endroit-là, cette case-là, donc ça va permettre de repérer x et y, hein. Donc x, son adresse, ça va être BP-1, et puis y, son adresse, ce sera BP-2, hein. Donc on rappelle qu'on empile dans l'ordre décroissant des adresses. Et puis naturellement, on aura le pointeur de sommet de pile qui va pointer sur y, hein, le dernier élément qui appartient au slot de pile. Ok, donc alors ensuite on exécute le programme, donc on fait push 0, donc ça va empiler le contenu du slot 0, c'est-à-dire x. Ensuite on fait push 1, donc, qui va empiler y. Ensuite on va faire add, donc add on l'a déjà expliqué, hein, ça va dépiler les deux opérands, x et y, et ça va empiler x plus y. Donc on va se retrouver avec x plus y sur le sommet de la pile, alors je ne vais pas à jour la petite flèche ici, hein, mais bon, il faut imaginer que SP pointe à chaque fois sur la dernière valeur qui a été empilée. Ensuite, je fais mpush de 1, donc mpush ça va empiler une constante, 1. Ensuite, je fais sub, donc ça va dépiler les deux opérands x plus y et 1, et puis donc ça va empiler x plus y moins 1. Donc c'est parenthésé de cette manière-là. Et enfin, je fais pop 0, donc pop 0 va avoir pour effet de dépiler le sommet de la pile et puis de l'affecter au slot 0 hein, de l'allocation. Donc à l'intérieur de x, ici, je vais avoir x plus y moins 1. Ok. D'accord, donc voici l'état de la pile une fois que j'ai fini d'exécuter mon programme. Donc on voit que l'effet de ce programme, c'est simplement de mettre à l'intérieur de la variable x la valeur x plus y moins 1. Donc en C, ça pourrait être la traduction par exemple du programme C suivant, hein. Donc, void main, tac. Donc là on déclare les deux variables x et y, hein, et puis l'instruction, comme on l'a vu, c'est x reçoit x plus y moins 1. Voilà. Bien, donc maintenant on va considérer ce programme-là et on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Donc à nouveau on fait un alloc de 2 pour allouer deux variables. Donc on va avoir all BP, à nouveau on va avoir les deux slots, donc le slot 0 qui va contenir x et le slot 1 qui va contenir y. Ok, alors ensuite on va empiler le contenu du slot 0, c'est-à-dire x. Ensuite le contenu du slot 1, c'est-à-dire y. D'accord, et ensuite on a cette instruction test G. Donc test G, ça va dépiler les deux opérandes et ça va tester si la première est strictement plus grande que la deuxième. D'accord. Donc là je dépile y, je dépile x, et puis j'empile la valeur de vérité de x strictement plus grand que y. Alors cette valeur-là, en fait, ça va être 1 si jamais le test est vrai, et 0 sinon. Ok. On va le marquer. Donc là c'est 1 si c'est vrai, et 0 si c'est faux. Alors très souvent, on fait suivre test G de JZ. Ce que fait JZ, c'est que JZ va dépiler une valeur, et si cette valeur vaut 0, ça va effectuer le saut. Donc juste après une condition, ça revient à faire le saut si la condition est fausse. Donc si la condition est fausse, c'est-à-dire si je n'ai pas x strictement plus grand que y, eh bien, je vais directement sur la partie finale du programme. Et sinon, je vais exécuter le code qui est ici. Donc déjà, on sait d'emblée que ce programme, il va implémenter un if. Si x est strictement plus grand que y, et bien alors, je vais exécuter le code qui est juste là, et sinon je ne fais rien. Ok. Alors, donc on va voir un petit peu ce qui se passe après. Donc une fois qu'on a fait JZ, on a dépilé cette valeur. Ok, et donc le code fait la chose suivante, il va commencer par empiler le contenu du slot 0, ensuite le contenu du slot 1,
Ensuite, on va faire une soustraction, donc on dépile y, on dépile x, hein, et on empile x moins y. Alors ça se fait toujours dans ce sens-là, la lecture des opérandes, hein, par adresse décroissante. Hein. Et ensuite, on récupère le sommet de la pile, et puis on va affecter le résultat au slot 0, c'est-à-dire qu'on met dans le slot 0 x moins y. Et donc au final, ce code revient à exécuter x reçoit x moins y. Donc voici, donc au final, le programme C, dont ce programme assembleur pourrait être la traduction, est le suivant. Hein, on a la déclaration de x et y, et notre if. Ensuite, dans l'exercice 2, on demande une règle de traduction pour le while. Donc on va commencer par écrire la forme générale du while. Donc c'est while condition, j'exécute un bloc, hein, S. Donc on va commencer par poser le label du while, sur lequel il faudra sauter à chaque fois qu'on exécutera les différentes itérations. Ensuite, on traduit la condition, donc ça c'est le code qui, quand on l'exécute, va placer la valeur de vérité de la condition sur le sommet de la pile. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on va dire que si la condition est fausse, eh bien, on sort du while. On saute sur un label while qui se trouve à la fin de mon while. D'accord. Et puis sinon, donc si la condition est vraie, eh bien je vais exécuter S. D'accord. Et une fois que j'ai exécuté S, j'itère. J'exécute l'itération suivante de ma boucle tant que. Alors il faut quand même faire attention au fait que les labels qu'on génère, ça doit être des labels différents à chaque fois. D'accord. Si on a plusieurs boucles tant que, évidemment, il ne faut pas reproduire le label while et le label unwhile pour chacune de ces boucles tant que. Il faut vraiment produire un nouveau label. Donc en anglais on dit fresh label. Donc et voici le schéma de traduction de la boucle tant que. Ok, donc maintenant on va mettre en application les schémas de traduction qu'on a vus en cours, ainsi que le schéma de traduction de la boucle tant que pour traduire ce petit programme. Donc allons-y, on va les appliquer mécaniquement. Donc while x différent de y, si x est plus grand que y, x reçoit x moins y. Et sinon, y reçoit y moins x. Donc ça, au passage, ce petit morceau de programme, il calcule le PGCD de x et y. Alors, de quelle manière on traduit ça? On va appliquer le schéma qu'on a vu en cours, donc je vous laisserai consulter votre cours au passage. Donc, on commence déjà par allouer autant de slots de pile que de variables locales, ici on en a 2. Et puis ensuite, on va traduire le corps du programme. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé, on désalloue les variables qui sont allouées, puis on ordonne la fin de l'exécution du programme. Donc récursivement, on va traduire notre boucle tant que en appliquant le schéma de traduction qu'on vient de définir. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on commence par poser le label du while. Ensuite, on traduit la condition, x différent de y. Donc ça va générer le code qui, quand on l'exécute, va mettre sur le sommet de la pile la valeur de vérité de x différent de y. Donc si cette valeur de vérité est fausse, si ça vaut 0, alors on va sauter à la fin de la boucle tant que. Et puis sinon, on exécute une itération de la boucle tant que. C'est-à-dire qu'on... Voilà, donc l'itération de la boucle tant que, c'est le if. Donc on exécute une instance du if. Ok, et quand on l'a exécuté, on itère, donc on ressaute sur le label de while. Alors, donc maintenant on va traduire récursivement le test. Donc pour traduire le test, on commence par évaluer les deux expressions qu'on cherche à tester, x et y. Donc ça va provoquer la mise sur la pile des valeurs de ces deux expressions, et donc ce qu'on a vu, c'est qu'on utilise l'opérateur de test. Alors il y en a un en fait par type de prédicat. Donc là c'est test NE pour vérifier si les deux valeurs sont différentes. Donc récursivement, on va traduire les deux expressions. Je commence par traduire x, donc là c'est push en delta de x. Donc à nouveau, il faut regarder dans le cours en fait pour voir ça. Donc delta de x, on a vu que ça valait 0, donc ça c'est push 0. D'accord, là c'est push delta de y. Donc là, delta de y, à nouveau, on a vu que ça valait 1, donc c'est push de 1. Donc dans la suite, je mettrai directement push 0 et push de 1. Je ne vais pas recopier à chaque fois push delta x et push delta y. Ensuite, donc on traduit le if. Donc on commence par évaluer la condition du if, c'est ce qu'on avait dit.
Une fois qu'on a la condition, on va générer un JZ qui va exécuter la partie else du if. Ok. Ok, et donc là ici on va traduire la partie zen du if, c'est-à-dire x reçoit x moins y. Et une fois que j'ai terminé d'exécuter la partie zen, évidemment il ne faut pas exécuter la partie else, donc on va sauter à un diff directement. Et sinon, si le test est faux, j'exécute la partie else, qui est donc y reçoit y moins x, et qu'à nouveau il faut traduire. Ok, donc récursivement, on va traduire chacun de ces éléments. Donc pour commencer l'évaluation de la condition, donc c'est comme tout à l'heure en fait, je traduis x, je traduis y, et puis je teste si x est strictement plus grand que y dans cet ordre. Donc c'est test G pour greater, qui veut dire strictement plus grand en anglais. Et puis à nouveau, je traduis récursivement x et y, comme je l'ai fait ici. Donc là, je vais pouvoir remettre directement push 0 pour x et push 1 pour y. Ok, donc ensuite j'ai l'affectation x reçoit x moins y. Donc pour traduire une affectation, on a vu le schéma de traduction en cours. On commence par traduire l'expression qu'on cherche à affecter. Donc ça génère le code qui évalue l'expression et qui place sa valeur sur la pile. Et puis ensuite, je prends le sommet de la pile et je le place à l'intérieur du slot qui correspond à la variable que je souhaite affecter. Donc pop, en l'espèce delta de x. Delta de x, on a vu que ça valait 0, donc c'est pop de 0. D'accord ? Ok, et donc pour terminer cette affectation-là, donc ça va être exactement la même chose, on commence par traduire l'expression, et donc à ce stade-là, on a la valeur de l'expression sur la pile, et ensuite je dépile la valeur de l'expression et je l'affecte à y. Donc je fais pop de delta de y, c'est-à-dire pop de 1, puisque delta de y est égal à 1. Et voici, donc là on a le code final qu'on a généré de manière totalement automatique en appliquant nos schémas de traduction. Ok, donc maintenant on va voir la partie implémentation de std. Donc pour ça on va commencer par détarer sclite, notre petit compilateur. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu comment ça s'organise. Donc on va dans le répertoire src qui contient les sources, et donc on a les différents fichiers sources de ce compilateur. Et ce qui va nous intéresser, c'est parser.ypp, qui est donc le fichier Bison, qui implémente la grammaire de notre langage de programmation, et qui va contenir les règles de traduction qu'on va devoir compléter. Ok, donc on va dans parser.ypp. Voilà, donc c'est un fichier Bison classique. On a d'abord une partie avec pourcent accolade ouvrante qui contient toutes les includes et toutes les déclarations qu'on va devoir ajouter au début de l'analysateur syntaxique qui sera généré par Bison. Ensuite, vous avez la déclaration des attributs. Donc vous avez deux types d'attributs. Vous avez tout d'abord les entiers, pour pouvoir voir la valeur des entiers qui sont présents à l'intérieur du programme. Donc voici un exemple de programme. On va dans le répertoire test, on va prendre par exemple le pgct, voilà. Ok, donc voilà, et donc on a aussi un deuxième attribut, idstring, pour les chaînes de caractères. Donc quand on va lire P, il faut avoir la chaîne de caractères de P. Ok, ensuite vous avez la déclaration des différents lexems, ou tokens en anglais, qui sont présents à l'intérieur du programme. Donc là par exemple vous avez le token qui reconnaît int, le mot-clé pour déclarer les variables. Ensuite vous avez les parenthèses ouvrantes et fermantes, lpar pour left, ok, puis ensuite rpar pour right, parenthèse fermante. Ensuite, comma, c'est la virgule, semi, c'est le point virgule, qui termine chaque affectation. Et puis ensuite, c'est assez évident, donc le writer, c'est strictement plus grand, etc., etc. Voilà. Ensuite, vous avez la directive %start qui vous définit l'axiome de la grammaire. Donc on va regarder proc par exemple, donc voilà l'axiome de notre grammaire, et donc la règle principale, c'est celle qu'on a vue en cours. Donc un programme c'est quoi? C'est une suite de déclarations de variables locales, suivie par une liste d'instructions. Ok, donc ça c'est capturé par statement list. Ok. Et bien sûr, on réalise un certain nombre d'actions pour générer du code. Donc les actions sont mises entre accolades, et c'est ce qu'on appelle des actions sémantiques. Et c'est ça qu'il va falloir ajouter à notre grammaire. Alors dans un premier temps, on va ajouter des actions sémantiques qui concernent la génération du code pour les expressions. Donc pour ça, on va chercher le nom terminal expr. Donc là par exemple, j'ai une règle qui a été totalement complétée. Donc pour l'addition, ici j'ai une expression plus une deuxième expression. Quand j'ai ça en fait sur l'entrée, ça veut dire que j'ai réduit cette expression et que j'ai réduit cette expression. Et en fait l'invariant derrière notre grammaire, c'est que quand on a réduit un nom terminal, on a généré le code
qui, quand on exécute, évalue ce nom terminal. Donc là, j'ai généré le code qui, quand je l'exécute, évalue EEXTRA, et ensuite le code qui, quand je l'exécute, évalue TEXTRA. Donc arrivé là, en fait, j'ai sur la pile en fait la valeur de EEXTRA et TEXTRA, et il suffit simplement de générer une instruction d'addition. Donc pour générer des instructions, je vais me servir des primitives qui sont déclarées dans backend.h. Donc là, par exemple, add, ça produit sur la sortie standard une instruction d'addition. On peut aller voir l'implémentation. Ok, donc on va faire la même chose pour les autres opérations. Donc pour la soustraction, c'est à peu près la même chose. Je commence par produire le code qui place sur la pile la première expression, ensuite je génère le code qui place sur la pile la deuxième expression, et puis donc je génère une soustraction. Donc pour ça, je vais me servir de sub. Donc sub. Voilà. Je fais la même chose avec les autres types d'expressions. Voilà, donc pour la multiplication, c'est nul, et pour la division, c'est div. Alors c'est une division entière, c'est que des opérations entières en général qu'on va faire. Et donc pour finir, les entiers, alors dans ce qu'on a vu, c'est que le schéma de traduction d'un entier, c'est simplement le fait d'empiler cet entier. Donc pour ça, on va se servir de l'instruction mpush, d'accord, qu'on génère à l'aide de cette fonction. Donc, on va l'écrire directement, donc mpush. Alors qu'est-ce que j'empile? J'empile l'entier. L'entier qui est associé à tcanum, c'est l'attribut de tcanum, et je le récupère avec $. Donc $1, parce que c'est bien le premier symbole en fait sur la protophrase. Ok. Donc maintenant on teste pour vérifier qu'on traduit bien les expressions. Donc on compile le compilateur avec make. Et ensuite on va le lancer sur le programme. Donc on va prendre le programme exp. Voilà, donc là essentiellement on a deux entiers p et q, on fait p reçoit q plus 1, et ce qu'on va vérifier c'est qu'on génère bien le code pour évaluer q plus 1. Donc pour ça je fais appel à mon compilateur, je lui passe en entrée exp, voilà, et là on voit qu'on a bien q plus 1, donc là on avait deux variables p et q, donc ça veut dire que q est dans le deuxième slot, c'est-à-dire le slot 1, donc là j'empile la valeur de q, j'empile ensuite la valeur de 1, et puis je fais l'addition. Ok, donc maintenant on va ajouter les schémas de traduction pour les tests. Donc là, on a celui pour strictement plus grand qui a été ajouté, donc une expression strictement plus grande qu'une autre expression, et on va faire la même chose avec différents. Donc à nouveau, on va regarder à l'intérieur de backend.h les primitives à notre disposition. Donc là, clairement, ce qu'on veut générer ici, c'est testNE. Là, on a le code qui évalue la première expression, le code qui évalue la deuxième, il suffit simplement d'ajouter testNE. Donc on va chercher ça. Voilà, il suffit simplement d'utiliser, de faire un appel à la fonction testNE. TestNE. Voilà, et c'est tout, quoi. Oui, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. Donc à nouveau, on recompile notre compilateur. Voilà, et puis on va tester ça sur test.c. Donc là, c'est un petit programme très simple avec juste un test. Donc on a une variable p et on teste si p est strictement positif, p reçoit 2p. Donc on va juste vérifier qu'on a bien évalué correctement p strictement positif. Donc on fait appel à notre compilateur et on lui donne à manger test.c. Voilà, donc là on voit que ça a fonctionné, puisqu'on a bien P en fait, push 0, ou P dans le slot 0. Ensuite on empile l'entier 0, et puis on teste si P est strictement plus grand que 0. Donc ça a fonctionné. Alors on peut tester différent maintenant, puisque c'est ce qu'on vient d'ajouter ici. .c, et puis on va mettre différent. Voilà, hop. Donc on recommence. Donc je relance mon compilateur, et là on voit que ça a fonctionné, puisque j'ai bien testé N1 cette fois-ci. Ok. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, on va compléter les statements. Alors, qu'est-ce qu'il y a à compléter dans les statements? Il y a quasiment tout, en fait, là, on voit. Il y a l'affectation, il y a le if. Et ce qu'il faut compléter, c'est le while. Et en utilisant le schéma de traduction qu'on a défini au TD précédent. Donc, on va commencer par rappeler notre schéma de traduction, et puis ensuite, on va l'implémenter. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? On avait while, une condition, et puis, à chaque fois que la condition est vraie, j'exécute un bloc d'instruction. Donc comment ça fonctionnait ça? On commençait par poser le label du while, ensuite on traduit la condition. Donc ça génère le code qui, quand je l'exécute, me place sur la pile la valeur de la condition, c'est-à-dire 0 si elle est fausse et 1 si elle est vraie. Et donc si la condition est fausse, je sors de la boucle tant que, donc je saute sur un while, et sinon j'exécute une itération du bloc. Voilà. Et je saute sur while, pour l'itération suivante de la boucle tant que. Et je n'oublie pas évidemment de poser mon label un while.
Donc on va regarder de quelle manière implémenter ça. Alors tout d'abord, la règle qui reconnaît le while. Comment elle s'écrit? On commence par reconnaître le mot-clé while, ensuite on reconnaît le test du while, et puis enfin on reconnaît le bloc. Okay, donc la première chose à faire, c'est d'ajouter le label du while. Alors ce qu'on voit, c'est que le label du while, il faut le mettre avant l'évaluation de la condition. Donc ça veut dire que le code devra être mis ici. Ok, donc on va le mettre comme ça. Alors qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut insérer le label while. Donc pour ça, on va regarder à l'intérieur de notre fichier backend.h comment on fait pour insérer un label. Donc c'est l'instruction label, et je passe la chaîne de caractères du label. Et naturellement, il faut générer un label. Ok, on va pas mettre while parce qu'il faut quand même que deux instances différentes de la boucle autant que des labels différents. Donc pour ça, on va utiliser l'instruction new label. Ok, donc on va recopier ce qu'on a fait pour le if au-dessus pour gagner un peu de temps. Voilà, hop. Donc là, je vais poser le label while, donc je l'ai intitulé while, je crée donc la chaîne de caractères, et puis je pose le label. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'évalue la condition, donc c'est ce que je fais ici, et je dois ensuite générer du code après la condition, donc un JZ un while. Et donc on voit que la première chose qu'il faut faire, c'est générer le label un while, donc on va s'y prendre exactement de la même manière que tout à l'heure. On génère le label un while, on crée la chaîne de caractères, voilà. Et ensuite, on génère le code pour JZ, pour faire un saut à label un while. Voilà. Ok. Alors une fois qu'on a généré ça, on traduit le bloc, donc c'est ce que fait la réduction vers le non terminal statement block. Et juste après la traduction du bloc, il faut insérer ces deux éléments syntaxiques là. Ok. Donc on commence par générer le code qui produit le jump while. Alors le problème ici, c'est qu'on a besoin de récupérer le label while et le label end while. Ok, alors ça va poser des petites difficultés, pourquoi? Parce que le label while, en fait, il est défini ici. Ok, mais la portée de cette variable, d'accord, c'est-à-dire l'intervalle de vie, en fait, est limitée à ces deux accolades-là. Donc ça veut dire que quand on a franchi cette accolade, label while n'existe plus. Donc quelque part, je vais être obligé de trouver un moyen de transporter le label while d'ici à là, et pour ça, je vais utiliser une pile de labels. Donc si vous allez dans label.h, vous avez deux instructions, une instruction push label qui permet d'empiler un label et pop label qui permet de récupérer le dernier label qui a été empilé. Donc on va commencer par empiler le label while ici. Donc je fais push label de label while. Et de la même manière, je vais récupérer le label end while qui est défini plus bas, ici, là. Donc là, je fais push label de label end while. Et naturellement, ici, eh ben, je dois récupérer les labels, mais dans l'ordre inverse, puisque c'est une pile. String label end while et reçoit pop label. Ok, et string label while reçoit pop label. Donc je dépile évidemment dans le sens inverse, c'est pile. Ok. Donc là j'ai bien empilé label while et label end while, et puis je dépile dans l'autre sens, c'est assez logique. Et donc ce qui reste à faire maintenant, c'est générer ces deux instructions là. Donc je commence par générer jump while. Donc à nouveau, c'est une fonction prédéfinie à l'intérieur de backend, jump label while. Voilà. Et puis je pose tout simplement le label end while. Ok. Alors maintenant on va compiler ce code et puis on va tester sur un programme qui manipule une boucle tant que, donc le PGCD. Voilà. Donc on teste sur le PGCD maintenant. Voilà, donc là on génère le code. On va comparer maintenant le code qu'on a obtenu avec ce à quoi on s'attend. Voilà. Et voilà, donc là c'est le code généré pour le while.
Ok, donc on commence par insérer le label while, donc là c'est bon. Ensuite on a la traduction de la condition, hein. Donc là c'est le x différent de y, hein. On empile x, y, et puis on teste que c'est bien différent. Ensuite on insère le jz and while, donc c'est bien ce qu'on a ici. Ensuite on a la traduction du corps de la boucle tant que, hein, donc le if. Alors le if c'est tout ça, ok, jusqu'au indif. Une fois qu'on a terminé de traduire le code de la boucle tant que, on insère ces deux éléments-là, donc le jump while et puis le label and while. D'accord, donc ça fonctionne comme on l'avait prévu. Donc le code qui est généré là, c'est du code pour la machine à pile, mais on peut très bien générer à peu de frais du code pour architecture x86 64 bits. Hein, si vous allez dans backend stack par exemple, bah, vous voyez quand vous faites un appel à add, ça va vous générer du code pile directement, mais on pourrait très bien écrire une nouvelle version du backend qui au lieu de générer des instructions pile, va générer directement du code assembleur. Ok, donc pour add par exemple, bah, ça génère du code assembleur qui émule la machine à pile, hein. Donc là on dépile les deux opérandes, on fait l'addition et puis on empile le résultat, et donc on fait ça pour chacune des instructions, et à l'arrivée ça va nous donner du code x86 64 bits, certes très peu efficace, mais c'est suffisant pour notre propos, puisqu'on cherche juste à montrer que ça fonctionne. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le makefile, donc à l'intérieur de obj, remplacer backend stack par backend x86. Hein. Ok, donc on fait ça, on recompile notre compilateur, voilà. Et puis on va tester ça sur un programme qui fait des entrées-sorties, sinon on va rien voir du tout. Donc, par exemple, on va prendre simple. Donc simple, qu'est-ce que ça fait? Ça saisit un entier P et ça affiche P plus 1. Donc pour compiler le binaire, on va se servir de make parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais faire make simple.out. Voilà. Donc là, ça a réalisé les étapes suivantes. On commence par appeler notre compilateur qui génère un fichier simple.asm. Donc à l'intérieur de mon fichier simple.asm, j'ai une déclaration de fonction d'entrée-sortie. Hein. Donc printint qui est utilisé pour faire nos entrées-sorties. Et puis à la toute fin, donc voici la traduction en assembleur x86-64, direct, hein, donc en émulant la machine à pile de mon programme. Okay. Donc on exécute le programme maintenant. Voilà, donc là on va entrer 2, paf, et ça affiche 3, donc ça fonctionne. Ok, alors maintenant on va essayer sur le PGCD. Alors faites bien attention à chaque fois à bien effacer le fichier .asm, sinon ça pose des problèmes. Hein. Make clean. Et là je fais make pgcd.out. Ok, donc là ça m'a fait exactement les mêmes choses. Donc le PGCD, pour rappel, il commence par saisir deux entiers P et Q, ensuite il calcule leur PGCD, puis enfin il l'affiche. Ok. Ok, donc là on va saisir deux entiers P et Q, 14 et 6, hop, et il m'a bien affiché le PGCD.